de 276 jeunes lycéennes au Nigeria. Paris, le Nigeria, Paris, allusion faite à la France, bien entendu, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin s'organisent pour élaborer un plan de guerre contre le groupe islamiste Boko Haram. D'abord, images et commentaires. L'ONU condamne à son tour l'enlèvement de plus de 200 lycéennes au Nigeria. Le Conseil de sécurité exige leur libération immédiate et envisage de prendre des sanctions contre Boko Haram, le groupe islamiste auteur de l'enlèvement. La mobilisation internationale continue et les manifestations de soutien se multiplient, comme ici à Washington. Le drame aurait pu être évité, affirme Amnesty International. L'ONG accuse l'armée de n'avoir pas réagi faute de moyens, alors qu'elle avait été prévenue d'une attaque contre le lycée. Après un long silence très critiqué, le président Goodluck Jonathan a réagi vendredi, dénonçant un crime épouvantable. En tant que père et président de ce pays, dit-il, j'ai de la peine. Je n'arrive plus à dormir et je ne dormirai pas tant que ces jeunes filles ne seront pas de retour saines et sauves chez leurs parents. Rendez-nous nos filles. L'appel est largement répercuté grâce aux réseaux sociaux et à l'engagement de personnalités. Michelle Obama prononce ce samedi l'allocution hebdomadaire de la Maison-Blanche. Elle le consacre à l'enlèvement des adolescentes. Voilà, mes chers confrères, une fois de plus, bonjour. Voilà, il y a une situation qui s'est passée au Nigeria, vous le savez très bien. 276 lycéennes ont été enlevées il y a cela un mois au Nigeria. Alors, Paris et les 5 pays africains concernés par la question se sont retrouvés le samedi, c'est-à-dire hier, en France, à Paris, pour regarder cette question, et il ressort que ces pays décident de mener la guerre à Boko Haram. Alors ici la question est de savoir pourquoi l'intervention de la France dans cette situation. Elie Smith. Je pense que c'est un peu malheureux parce que les pays qui parlent français sont des pays souvent très assujettis et qui pensent que toute décision qu'ils veulent prendre doit venir de Paris. Ça fait à peu près 2 ans que Abuja demande la collaboration du Cameroun. Mais les Camerounais sont très réticents. Donc les Nigérians ont décidé de passer par Paris parce que le gouvernement nigérian est conscient que les pays qui parlent français n'obéissent que tout ce qui vient de Paris. Bon, vous allez voir que c'est depuis la réunion qui a eu lieu hier que le président camerounais a accepté qu'il y ait une patrouille mixte entre les forces armées camerounaises et les forces armées nigériennes, tout en sachant que la base arrière du Boko Haram, c'est le Cameroun, parce qu'à un moment, quand on les chasse du Nigeria, eux tous ils fuient, ils vont au Cameroun. Et puis la difficulté dont on va dire, j'ai suivi un peu le reportage de France 24, ce n'est pas que l'armée nigérienne n'est pas forte, elle est une armée forte. D'abord, elle a vaincu le Cameroun pendant le conflit sur Bakassi. Il a fallu l'intervention française pour empêcher que l'armée nigérienne ne fasse pas l'invasion du Cameroun. Mais l'armée nigérienne ne parvient pas à venir à bout de Boko Haram, qui est une forme de rébellion interne. Oui, je vais vous répondre. C'est une guerre asymétrique. Dans une guerre asymétrique, elle est différente d'une guerre de positionnement. Parce que dans une guerre de positionnement, on connaît qu'il y a 2 armées régulières qui sont en train de se battre. Je vais vous donner un exemple, même ici à Brazzaville en 1997, j'oublie le mois en principe, quand les ninjas ont attaqué Brazzaville, on avait découvert qu'il y avait des militaires qui étaient ninjas, qui avaient des militaires des tenues militaires congolaises, les forces loyalistes. Quand ils avancent, on les attaque derrière. Donc la même chose. Et ça complique encore en plus pour la situation de Boko Haram, et que Boko Haram évolue dans une zone qui est Kanouriphone. Kanouri vient de l'empire Kanem-Borno, qui était entre le Niger, le Tchad et le Cameroun, et pas les mêmes langues. Oui. Donc, et aujourd'hui, l'Empire n'existe plus. L'Empire n'existe plus. Oui, Borno est une localité autre, indépendante. Voilà, Borno est devenu une partie du Nigeria. Mais il faut aussi savoir qu'avant 1884, Borno était une partie du Cameroun, juste en 61, quand on organisait les Nations Unies organisent un référendum. Le référendum, oui. Ça fait que c'est des peuples qui parlent les mêmes langues.
Et quand c'est difficile de le faire, mais le problème c'est le problème camerounais, parce que maintenant ce qui concerne la coopération entre le Nigeria et le Niger, il n'y a pas de grand problème. Mais entre le Nigeria et le Cameroun, qui est une base arrière, et aujourd'hui, le Cameroun a déjà eu beaucoup de confiance, parce que les Boko Haram maintenant ont attaqué des Chinois qui étaient en train de faire des recherches dans le côté camerounais. Je pense que c'est malheureux, pour que quelque chose qui concerne l'Afrique se négocie en France. Et c'est aussi malheureux que les pays africains ne peuvent pas avoir une grande coopération intra-sous-régionale. Donc je pense que dès aujourd'hui, la coopération va commencer parce que les pays de l'Afrique francophone sont des pays qui sont complexes et que toute décision doit être décidée par Paris. Merci, Elie Smith. Et Guy Benoît de Victor, pourquoi l'implication française dans cette situation lorsqu'on sait que le Nigeria est un pays anglophone, donc appartenant au Commonwealth? Alors, pourquoi l'intervention française dans cette situation qui concerne les pays africains? Merci beaucoup. Vous savez que depuis un certain temps, la France a opté un autre système politique parce que les gouvernements français qui arrivent à la tête de l'État français ont une même idée de l'Afrique. La politique internationale de la France reste la même, quel que soit le bord du gouvernement qui assume les fonctions en France. Et vous savez que quand François Hollande arrive, se sentant en difficulté intérieurement, il a profité de la crise malienne pour se faire une popularité, puisqu'il a dit que c'était l'aubaine pour lui de rebondir. Et quand il a envoyé les forces françaises, il y a eu un peu d'accalmie ou bien de solution. François Hollande s'est senti heureux. Et aujourd'hui, là, l'homme confronté à des difficultés internes, pense que son interventionnisme au niveau de l'Afrique va redorer son blason. Et il a compris que la situation de Boko Haram n'est pas une situation qui concerne uniquement le Nigeria. Dès lors que les États-Unis se sont impliqués, la Grande-Bretagne s'est impliquée, la France ne pouvait pas rester en marge. Surtout que autour du Nigeria se trouvent des pays francophones du genre que la France gère. Et en ce moment-là, je crois que si aujourd'hui le Cameroun s'engage, c'est parce qu'il est rassuré qu'il y a la France derrière, parce que la France et la Grande-Bretagne vont apporter leur expertise pour chasser Boko Haram. Ce n'est plus un phénomène intra-nigérian. Il est devenu un phénomène extra. Qui menace la sécurité, de l'Afrique. Et vous le savez, et vous êtes sans ignorer que la France tient à garder la même mise sur tous ces pays de l'espace francophone. Et voilà pourquoi la France s'engage plus que les autres à vouloir éradiquer cette situation, mais parce que François Hollande a envie, lui, de rebondir, parce qu'il est en mal de popularité chez lui-même. Et je crois que s'il s'en sort, parce que j'ai suivi la droite qui pense que, mais en Centrafrique, il ne sait pas encore parce que pourquoi veut-il s'engager ailleurs? Et c'est pourquoi il demande aux Africains de mutualiser les efforts soutenus par ces États occidentaux, et pour qu'on arrive à bout de Boko Haram, qui exerce dans la forêt, qui est dans la forêt. Et comme la forêt est localisée. La forêt, c'est une forêt dense, qui prend et le Nigeria et le Cameroun. Et puisqu'ils agissent dans cette forêt-là, en ce moment-là, les forces africaines n'ayant pas la possibilité, n'ayant pas l'expertise nécessaire, sollicitent tant bien que mal l'aide des pays amis, et amis, c'est les Occidentaux, États-Unis et Angleterre et France, j'entends. Voilà,
Aux dernières nouvelles, on a appris qu'il y a 10 Chinois travaillant au Cameroun ont été enlevés par ce même groupe de Boko Haram. Alors, Gilles Ndongo, avez-vous des justifications à donner par rapport à l'intervention ou à l'implication française dans cette situation? Oui, mais tout à fait. Vous savez que la France sort de son traditionnel précaré, constitué des pays de l'Afrique centrale et certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais lorsqu'on regarde les relations économiques entre la France et le Nigeria, ces relations ont évolué, les échanges commerciaux entre ces deux pays, on est autour de près des échanges commerciaux autour de 20 millions de dollars depuis près de 5 ans. Et dans un contexte économique difficile en France, il est tout à fait normal que le président français tiennent à la stabilité du marché nigérian. Vous êtes sans ignorer que le Nigeria a près de 120 millions d'habitants, donc c'est un marché potentiel et qui ouvre également des portes vers l'Afrique de l'Ouest, ce qui n'est pas négligeable. Nous avons des grands groupes français tels que la société Renault qui a des installations au Nigeria, donc c'est tout à fait normal que la France tienne à la stabilité de ce pays de l'Afrique de l'Est. Mais au-delà, je constate également que lorsque l'on regarde un peu l'implication de la France, c'est parce que c'est l'attentisme des pays africains. On n'a pas vu Madame Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, qui, lors de son élection à la tête de cette union, on pensait à un dynamisme de l'Union africaine. Malheureusement, elle est aux abonnés absents. Quand on regarde la non-implication quasiment de l'Union africaine au niveau de la Centrafrique, la non-implication de l'Union africaine, la prise en charge de la guerre au niveau de l'Est de la RDC, l'Union africaine est aux abonnés absents. Et je pense que... Et même hier, lors de la rencontre de Paris. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a beau raison de clamer au effort ou à tort de clamer au colonialisme français, mais lorsque le terrain est vide, il est tout à fait normal que la France vienne, pas par humanisme, mais la France vient tout simplement parce qu'elle a des intérêts, et en matière économique, dans les relations entre États, il n'y a pas de relations, il n'y a que des relations d'intérêt. Et il y a un principe en économie qui dit, pas d'intérêt, pas d'action. Si la France décide de convoquer les États africains de la sous-région, ceux qui sont concernés par ce conflit, la guerre, la rébellion au niveau de Boko Haram à Paris, c'est parce que la France a des intérêts économiques au Nigeria qu'elle veut préserver. Moi, ce que je regrette, je dis l'absence également du Congo. Hein, c'est vrai que c'est un peu loin, mais je dis que c'est pas loin parce que lorsqu'on regarde les mouvements migratoires entre le Congo, le Tchad, le Congo, la RCA, et le Congo, le Cameroun, je dis ce sommet serait également très intéressant d'impliquer tous les pays de manière globale de l'Afrique parce que c'est des intérêts importants. Parce que il y a un président hier, je ne sais pas si c'est le président Tony Yahibouni, qui disait l'ami du terrorisme c'est la pauvreté. Parce que c'est beau de lutter contre Boko Haram de manière formelle, mais tant que les causes de la pauvreté ne seront pas résolues dans nos pays africains, tant qu'il y aura des problèmes de bonne gouvernance qui se poseront avec activité dans nos pays, je crains que les mouvements de rébellion sortent ici là. Parce qu'on se souviendra qu'au Nigeria, il y a eu l'affaire avec le peuple Ogoni. Hein, le peuple Ogoni où Ken Saro-Wiwa, autour des années 90, a été exécuté par le président Sani Abacha à l'époque, parce qu'il réclamait une meilleure redistribution des richesses nationales, notamment la manne pétrolière. Et les pays africains doivent prendre à bras le corps les questions de partage, de redistribution des richesses nationales, pour qu'on ne donne pas l'opportunité au terrorisme de concrétiser et de justifier leur mouvement. Merci Gilles Ndongo. Alors, Guy Patrick Chiba, comment appréciez-vous l'initiative française? Je pense que l'initiative française est la bienvenue, mais je m'interroge, je reviens plutôt sur la première question que vous avez posée. Pourquoi la France? Je pense qu'aujourd'hui, pourquoi la France? Simplement parce que la France, je crois que la France a la capacité de réaction, et la France a une capacité financière qui, comme nous le prétendons, qui permet à la France de pouvoir organiser ce genre d'activité.
nous avions soulevé, les collègues qui ont précédé ont soulevé ici l'attentrisme des pays africains. Je crois que c'est un problème que la France prenne le devant. Parce que la France, n'oubliez pas que la France a beaucoup d'intérêt dans les pays africains. Et quand vous regardez les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, presque la majorité des pays occidentaux, je parle de l'Occident économique, hein, la France est celle qui est beaucoup plus impliquée en Afrique, celle qui s'affiche le plus. Il va de soi que la France prenne à bras le corps cette situation qui, pour les Africains au sud du Sahara, est un phénomène nouveau. Ne l'oublions pas, le terrorisme est un phénomène nouveau. Et la France, qui a déjà une certaine expérience, c'est vrai, dans la gestion de ce type d'événement, il va de soi que la France prenne le devant d'organiser cette activité. Mais je pense que les pays africains, tous les pays africains au sud du Sahara, devraient être interpellés. Particulièrement le Congo, parce que Boko Haram, c'est le Nigeria, c'est vrai, mais c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est la porte d'à côté, c'est la porte derrière. Et je pense que notre police devrait déjà se saisir de cette problématique pour essayer de faire ne serait-ce que pour une fois la prévention en formant en envoyant des gens en formation pour essayer d'endiguer ce phénomène si et seulement si un jour il se présente sur nous. Soyez rassurés que c'est une vague qui est en train d'évoluer et tôt ou tard elle pourra arriver chez nous, mais comment allons-nous réagir? Je crois que nous devons déjà prendre nos dispositions. C'est une vague qui est en train d'évoluer, c'est vrai. Alors, mais pourquoi cette diplomatie en dehors du continent africain, mon cher Romy Kokilas? Merci. Ce n'est que normal, à mon sens, ce n'est que logique. Parce que, par expérience, la France, c'est un pays qui a une politique de sécurité qui se fonde sur le terrorisme. Et cela est le cas pour toutes les grandes démocraties occidentales et à leur tête les États-Unis. Je dis parce que vous vous souvenez, ça fait des années que la France a été envahie par le terrorisme venant d'Afrique, plus précisément de l'Algérie. Et c'est à partir de là que la France avait trouvé nécessaire de mettre en place une politique de sécurité. Alors, vous allez constater également que c'est certainement la première fois que le terrorisme prend corps en Afrique noire. C'est un phénomène que l'Afrique noire ne maîtrisait pas trop. Alors, lorsqu'on parle de Boko Haram en Afrique noire, il s'agit du terrorisme international. Et le terrorisme international a des ramifications. Et lorsqu'il a des ramifications, ça veut dire que ce terrorisme a une feuille de route. Une feuille de route qui échappe aux États. La crainte donc des pays occidentaux se pose en ce sens. Il faut vite venir en aide à l'Afrique parce qu'il y a un carnet où il y a une feuille de route cachée, ce que Ben Laden a voulu faire avec toutes ses troupes. Mais c'est ce qui prend encore en Afrique. Parce que, souvenez-vous, lorsque Ben Laden était encore tout fort, il a surpris une grande nation comme les États-Unis. Mais il ne faut pas limiter là, il s'est investissé déjà en Afrique. C'est-à-dire que Boko Haram peut, en un laps de temps, conquérir l'Afrique noire jusqu'au tréfonds. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Moi, je pense que la France étant le vœu partenaire de cette Afrique de la sous-région, peut être délégué par les autres pour mener cette action telle que nous avons vu au niveau du Mali. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent que les États-Unis doivent absolument intervenir parce que en matière de terrorisme, on ne blague pas. Ne pensez pas que les États africains ont été préparés. Non. On se prépare à un phénomène lorsque vous avez vécu ce phénomène. Mais étant donné que nous n'avons jamais connu ce phénomène en Afrique noire, alors donc c'est ce qui fait que nous avons des armées non outillées. Nous n'avons pas d'excès en matière de terrorisme. Il faut vite venir en aide parce que j'ai suivi au Mali parler par exemple de l'enlèvement des Chinois. Vous voyez que ce phénomène s'internationalise en ce moment-là. C'est-à-dire au-delà de 276 lycéennes nigériennes, là, Boko Haram a frappé fort en occasionnant le rapt de
de 10 Chinois. 10 Chinois. Il y a un qui a été tué. Fort. C'est une façon de la communauté internationale. La Chine n'est pas un piètre pays, c'est une grande puissance. De là, c'est une mérite. Alors, moi, je finis par comprendre que Boko Haram est une force terroriste qui parle au lieu des places de l'Al-Qaïda. Est-ce que nous devons comprendre? Merci. Point de presse, c'est une occasion qui vous permet de pouvoir comprendre l'actualité au-delà du factuel. Point de presse, c'est un espace réservé aux journalistes, aux sachants de venir sur ce plateau pour débattre sur justement des questions d'actualité. Et donc aujourd'hui nous parlons du Boko Haram. Elie Smith, vous voulez réagir par rapport à ce qu'a dit Romy Kokilas? Oui, je pense que comme j'ai dit tout à l'heure... C'est pour le contredire ou bien pour appuyer ce qu'il a dit? Pour appuyer ce qu'il a dit et puis un peu le contredire, parce que je ne trouve pas que les pays africains sont sérieux. On vous le permet. Parce que les pays africains n'ont pas le droit, à 50 ans, que ce n'est pas assez, mais il y a quand même les petites choses élémentaires que les pays africains doivent faire. D'abord la coopération sous-régionale. Je pense que si Boko Haram est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, ce n'est pas uniquement comme Ondongo a dit ou Boulia, ce n'est pas la pauvreté, parce que quand vous arrivez au nord du Nigeria, c'est qu'on parle, on oublie que la deuxième ville la plus peuplée et la plus riche au Nigeria et au nord, c'est Kano. En dehors de Kano, vous avez Kaduna, vous avez les grands centres, vous avez aussi Sokoto, qui était à l'époque un califat, l'homme qui a fait l'expansion de l'islam dans l'Afrique occidentale s'appelait Ousmane Danfodio. C'est l'un de placente de l'islam. Je pense que c'est maintenant l'aspect, la politisation de l'islam qui est arrivé, qui est la naissance de Boko Haram. Et je pense aussi que ce n'est pas que l'armée nigériane n'est pas forte, c'est qu'une guerre asymétrique est difficile à être vaincue. Maintenant, c'est la partie de formation qu'il faut, et puis la coopération intra-sous-régionale. Le deuxième aspect, c'est que ce n'est pas la seule organisation terroriste africaine qu'on a. On a le Moudjao qui est au Mali, on a Al-Shabaab qui est en Somalie, qui fait aussi des ravages parce qu'elle a fait une expansion dans les pays comme le Kenya. La grande question qu'on doit se poser, c'est que quand vous regardez le Kenya en Afrique de l'Est, c'est la plus grande économie, et quand tu viens en Afrique de l'Ouest, 40%, 60% de l'économie de l'Afrique de l'Ouest est au Nigeria, c'est la première économie sur le continent. Moi, je pense que des pays sérieux, j'ai appuyé ces pays francophones, Paul Biya du Cameroun par exemple. Je trouve que c'est un monsieur qui est complaisant, qui a un problème de complexe d'intériorité, parce que je pense que c'est les deux pays qui devaient plus coopérer. Et qu'aujourd'hui, à quelque chose malheur est bon, ce n'est pas la première fois, peut-être parce qu'on a pris 10 Chinois, je n'ai pas encore vu cette information. Oui, peut-être, même c'est juste les médias. C'est le média, mais avant, ils ont tué des militaires camerounais. Donc pourquoi, bon Dieu, un chef d'État africain doit attendre que c'est un monsieur qui est à 1000, 4000 km de chez lui, qui le convoque chez lui et qui lui donne les instructions et maintenant qui revient? Je pense que ça, mais au-delà de cela, je pense que c'est un moment, une opportunité pour les pays africains de s'adapter à la nouvelle donne. La lutte contre le terrorisme asymétrique. Et que la France, comme il a dit, ne peut pas dire que bon, parce qu'il a été frappé. La France doit se poser les questions aussi. Si la GIA, le fils de GIA a frappé en France, il faut qu'on se dise, c'est parce que, je ne suis pas en train de défendre le fils, c'est parce que la France a intervenu en 91 quand le fils avait gagné les élections législatives à l'époque menées par Ali Belhadji et que le financement du GIA, il faut le voir, le GIA a été financé par la DGSE française, mais il faut que la France soit aussi honnête. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi faire venir le loup dans la bergerie. Il faut savoir que les rapports entre le Nigeria et la France ont toujours été ambigus. Il faut savoir d'abord que même la demande, le Nigeria a demandé l'aide des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Il n'a pas demandé l'aide de la France. Il a demandé que la France demande aux pays francophones de participer dans cette lutte. Parce que le Nigeria en 1964 était contre le test nucléaire que la France faisait au sud de l'Algérie. Et les Français étaient très fâchés. Les Français ont financé la guerre de Biafra avec Ojukwu, de 68 jusqu'en 70. Pour moi, en tant qu'Africain qui aime l'indépendance, j'en ai marre que des Blancs
une rencontre vient chaque fois pour venir résoudre les problèmes qui concernent les pays africains. Voilà. Merci, Élie. Le fan club la partie d'abord de la rue Baka Poto vous salue. Merci, Élie Smith. Oui, en attendant, Gobela ne s'est pas encore prononcé sur cette question. Alors, Gobela, votre point de vue par rapport à cette question, la diplomatie en dehors du continent africain, pourquoi la France prend-elle la paternité de cette situation? Bon, moi je suppose qu'à mon entendement, la France ne s'est pas personnellement engagée pour prendre la paternité de ce problème, mais la nouvelle configuration des relations internationales fait qu'aujourd'hui, la France devient le partenaire privilégié des États-Unis. Parce que je ne penserais pas que le président Hollande ait eu l'initiative de s'engager dans ce problème sans avoir consulté son homologue Barack Obama. Alors, si nous pouvons remonter à la conférence de presse que le président Hollande avait accordée aux journalistes américains à la Maison-Blanche lors de sa récente visite, en échange avec la presse, j'ai retenu certaines phrases du président français qui disait: avec le président américain, ils vont essayer de nourrir la démocratie en ce qui concernait l'Afrique. Vous comprenez que aujourd'hui, dans le domaine de la responsabilité internationale, de la société internationale, les États-Unis s'ingèrent directement de s'impliquer dans les dossiers africains. Et aujourd'hui, il faut reconnaître également aussi que la réorganisation de l'Union européenne fait que la France ait une place très prépondérante. Donc la France a du poids. Et qu'aujourd'hui, les relations entre le Nigeria et l'Angleterre restent des relations de colonisateur à colonisé. Et également, certainement, avec l'appui de la diplomatie souterraine, certainement de certains États comme le Congo, le président du Nigeria a certainement dû demander des conseils et qu'on lui a conseillé de soumettre le problème au niveau de la France. Alors je suppose que la France ne s'implique pas tout à fait d'une manière particulière, mais c'est selon les relations qu'elle est avec les États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier que toute la politique des Nations Unies, la politique américaine, est déterminée de l'Afrique, est déterminée par la France. Je m'arrête pas. Merci. Là, vous répondez à une préoccupation émanant d'un téléspectateur qui dit: pourquoi les pays comme Espagne, Angleterre et Italie n'interviennent-ils pas aux problèmes qui concernent les pays africains? Et 10 minutes, vous réagir? Juste une minute, mais je pense pas. Une minute. Oui, une minute. Je ne pense pas que la politique française se détermine par les États-Unis. Le problème est que la France utilise les pays africains comme leur force, comme on se dit ce qui se doit. Et il y a autre chose. La France, dans les participations dans les pays africains, c'est ambigu. Je vous donne le cas du Mali. Les Français sont arrivés au Mali pour l'opération. Ça ne veut pas dire que les Africains n'avaient pas voulu intervenir. J'ai appris qu'est-ce que Zuma, Kosnala, Zuma fait. Non. Les problèmes africains, ils n'ont pas les capacités aéroportées ou la logistique. Quand, par exemple, la Grande-Bretagne offre les matériels pour transporter les troupes africains pour le Mali, les Français le prennent, ils mettent à côté, et c'est eux qui dirigent, et ils viennent là-bas, ils décident quel pays participe, quel pays ne participe pas. Moi, je trouve qu'en tant qu'un Africain, fier et indépendant d'esprit, je trouve que c'est un moment que moi j'aurais voulu que Goodluck Jonathan, les autres pays africains viennent par exemple au sommet de Oyo, pour qu'on regarde les problèmes qui concernent les Africains doivent être résolus par les Africains et que les Africains doivent être quand même avoir la capacité de mettre les moyens qu'il faut au lieu que c'est les Français qui décident. Les Français ne font pas partie de l'Afrique, ils font ça pour leur intérêt personnel. Libre à chacun de mettre son opinion. Alors, il y a l'opinion d'un téléspectateur, un certain monsieur Modesti, qui pense que la France n'a pas le droit de s'impliquer dans cette situation car le Nigeria n'est pas un pays francophone. Guy Benoît Victor. Ah oui, bon, merci beaucoup. Je crois qu'il faut que nous saisissions très bien l'intérêt de la France dans cette affaire. Justement. Voilà. Parce que n'oublions pas que le Nigeria est l'un des pays anglophones qui est entouré exclusivement des pays francophones. Le Nigeria, il est entouré exclusivement des pays dans lesquels la France a beaucoup d'intérêts. Et la France aussi vise maintenant certains intérêts au Nigeria.
Pour preuve, vous savez, la visite tout dernièrement du président français au 100e anniversaire du Nigeria. C'est pas pour rien que les Français sont arrivés par là, mais parce que les Français savent très bien que les Anglais qui ont colonisé le Nigeria ne jouent plus au protectionnisme dans ces pays-là. Les Anglais cherchent à en trouver les moyens de s'élever autrement que par les dividendes qui viennent de l'Afrique. Or, la France est encore accrochée à cela. Dès lors que le Nigeria est entouré par les pays africains, mais nous devons maintenant saisir les visées de Boko Haram. Qu'est-ce que Boko Haram vise? Le Boko Haram, entre autres, veut islamiser le Nigeria. Mais or, cette islamisation ne s'arrêtera pas seulement au Nigeria, dans la mesure où l'affaire de Boko Haram est en train de s'étendre jusque dans les pays francophones. Le Cameroun et jusqu'en Centrafrique, ils sont au Soudan, ils sont partout. Donc, si on ne fait pas attention, c'est toute l'Afrique qui sera islamisée si une fois Boko Haram réussit à prendre en étau le Nigeria. Et donc, la France qui voit cela, parce que quelle serait la place du Français après? Quelle serait la place de la France après? Dès lors que tous les pays islamisés là n'aiment pas la France, n'aiment pas la France et le Français. Et donc, les Français ne peuvent pas jouer aux joueurs, ils sont obligés de jouer à l'interventionnisme pour arrêter net cette expansion qui va porter préjudice à leur intérêt. Bon, c'est maintenant ce que Élie déplore en tant qu'Africain, oui. Parce que tout dernièrement, j'ai suivi le président de la République du Congo qui pense qu'il faut que l'Afrique assume ses responsabilités. Et il faudrait donc que, nous l'avons dit la dernière fois, qu'il faut qu'on assume nos responsabilités pour que nous prenions à bras le corps des situations africaines et que nous mutualisons nos efforts comme l'OTAN l'a fait. Nous avons créé l'UA, mais il faut savoir que l'UA ne peut pas s'arrêter seulement en politique. Il faut aussi créer une organisation militaire pour affronter les conflits communs, les conflits qui attaquent les intérêts communs de l'Afrique. Boko Haram attaque les intérêts des Africains. Boko Haram vise d'engloutir tous les pays francophones qui n'ont pas la même force économiquement et militairement que le Nigeria. Si Boko Haram réussit à s'enraciner au Nigeria, il faut s'assurer que le Cameroun va tomber, surtout que le Cameroun a une bonne partie des islamistes, et la Centrafrique, et le Soudan, et le Bénin. Et voyez donc, en ce moment-là, et surtout encore que le Congo aussi veut construire une grande mosquée. Donc, Boko Haram va venir et Boko Haram va prendre, l'islam va donc faire disparaître le français et le français en ce moment-là. Hollande ne peut que s'empresser de venir. Mais alors, les Anglais aussi disent qu'ils vont envoyer la logistique pour permettre. Alors, c'est une question stratégique. Mais voilà. Dans la stratégie de Victor. Un téléspectateur anonyme, vous savez. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, Gilles Odogo. Oui, je vais réagir d'abord à ce que vient de dire Élie Smith sur la pauvreté. Élie Smith, vous devez savoir que tous les conflits dans le monde, que ce soit avec l'Allemagne nazie, trouvent leur soubassement pour des questions économiques, la pauvreté. Parce que lorsque les peuples sont pauvres, le politique, en règle générale, ou les mouvements de rébellion instrumentalisent l'absence de la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Je vous ai pris la dernière fois l'exemple de la Casamance, où c'est une région enclavée, pauvre, une région, par exemple, dont le pouvoir en place ne s'est jamais occupé du point de vue économique. Pour parler sur la logistique des pays africains, très souvent, les pays africains se cachent sur l'absence de moyens logistiques. Nous avions des grandes armées en Afrique. Je prends un cas simple, l'armée angolaise, l'armée sud-africaine, l'armée rwandaise, l'armée nigérienne même, qui se sont des forces armées bien aguerries, qui sont à même de se projeter dans des terrains militaires. Mais le problème en Afrique, c'est parce que les pays africains ne mutualisent pas leurs forces, c'est une question de volonté. Je prends un exemple simple aujourd'hui. Nous avons le président en Afrique centrale sur RCMAC. Vous constatez que malgré les réunions, malgré les sommets, hauts sommets entre les chefs d'État, mais cette compagnie sous-régionale n'est que sur le papier. Mais sur le point de vue pratique, cette compagnie n'est pas mise en œuvre.
Tout ça pourquoi? Parce que c'est une question de volonté. Nous, comme nous avons été où nous faisons la promotion de compagnie nationale, nous avons également le Cameroun. Donc ça veut dire que les Africains aujourd'hui, chacun ne voit pas le panafricanisme. Sur les discours, on parle de l'Afrique de manière générale, mais dans la pratique, chacun évolue en solo. Le problème aujourd'hui des pays africains, le problème des pays africains, c'est une question de volonté politique. L'Afrique a des moyens. Pour preuve, la République de l'Angola aujourd'hui, est-ce que vous savez que l'Angola actuellement est plus riche que le Portugal, alors que le Portugal est un peu développé? Ça, c'est avéré. Mais l'Angola aujourd'hui est plus riche que le Portugal. Le mouvement migratoire. C'est le colonisateur. Oui, alors que le Portugal, c'est le colonisateur. Quand on regarde le mouvement migratoire des jeunes Portugais qui viennent chercher de l'emploi aujourd'hui au niveau de l'Angola, c'est incroyable. L'ambassade de l'Angola à Lisbonne aujourd'hui est envahie par les sujets portugais qui veulent travailler en Angola. Donc c'est pour dire aujourd'hui, c'est une question de volonté. Et on ne peut pas aller vers le panafricanisme, on peut pas aller vers l'Union africaine si les forces ne sont pas coalisées. Et celui qui devait être le porte-étendard de ce mouvement, Gaddafi, malheureusement il était assassiné pour des raisons que tout le monde le sait. Je pense également aujourd'hui, il faut aujourd'hui que l'Afrique puisse se mutualiser. Sans ça, les problèmes économiques que nous évoquons, et difficile de le comprendre, de le savoir que tant que la pauvreté, tant qu'on aura des problèmes de mal-gouvernance dans nos États, on donnera toujours le mobile à des mouvements armés pour utiliser l'arme comme étant un pouvoir économique, parce que un peuple qui a faim, une population, un peuple qui a faim, lorsque quelqu'un lui donne de l'arme, cette arme est utilisée comme étant un mobile pour justifier ses actions. Merci, Chino Ndongo. Alors, depuis un certain temps, vous souffrez au niveau village. Naturellement. Qu'est-ce que vous voulez dire encore? Moi, je suis beaucoup marqué par la montée de l'islamisme qui ne prête pas, qui ne prête pas les gens africains, surtout dans notre sous-région, de faire très très attention. Quand bien même les situations arabes nous ont démontré des choses, des cas de la Syrie par exemple, vous voyez que les nations occidentales sont venues en aide même à cette rébellion, mais bien après sont retirées à cause de cette action. Alors aujourd'hui, en tant qu'Africain, vous parlez comme le suivi, j'ai aussi peur parce que l'Afrique a ses problèmes, ses gouvernements ont des problèmes, il y a des gouvernements, c'est des États qui n'arrivent pas à s'organiser, à donner une vraie organisation africaine déjà. Alors vous avez un Boko Haram qui a pris corps au niveau de l'Afrique noire. Alors, nous devons comprendre, il est temps pour les politiques africains de comprendre qu'il y a une vraie politique. Je fais une nuance entre le terrorisme et l'islamisme. En tout cas, je fais une différence parce qu'il ne s'agit pas d'attaquer les musulmans, il s'agit d'attaquer les terroristes, la politisation de l'islam. Alors, je vous dis que c'est de la carie. Il suffit que ce phénomène s'installe chez vous pour le booster. Or, c'est très très difficile. Alors, mais lorsque ce phénomène est dans le port, mais c'est pour atteindre toute l'Afrique. Quelle est alors l'attitude des chefs d'État africains? Quelle est alors l'attitude du Congo par exemple? Nous essayons de parler de la mise en place de ériger cette grande mosquée. Ça va faire mal à certains musulmans. Mais c'est aussi l'occasion de dire à ces musulmans qu'il y a un travail à faire parce que le tout gravite autour de là. Moi, je verrais bien en tant que Congolais, c'est mon droit de dire au gouvernement congolais de demander aussi à la population d'aller même au référendum à propos. Parce qu'il suffit d'installer ce musée sans l'avis de la population et nous risquons de payer après parce que le phénomène nous guette. Dernièrement, M. Elbi a parlé de ses frères camerounais qui rentrent avec des autres. C'est vrai, c'est des choses, ça fait rire les téléspectateurs, mais qu'est-ce qui ne dit pas qu'un terroriste rentré sous forme de commerçants, sous forme d'éleveurs, surtout de le bétail ici, les hommes d'État congolais achètent le bétail de l'autre côté du Tchad. Le bétail vient à qui est par zéro, qui est utilisé par ces fractions. Ça, on le fait. Mais nous parlons de sécurité. Moi, je pense qu'il est temps que les Congolais se proclament, en tout cas que les Congolais se proclament sur la mise en place de cette manœuvre-là, nous sommes encore là, voilà, pour citer, je dirais ceci, concernant le Boko Haram, qu'on ne minimise pas donc ce phénomène, c'est une autre forme de l'Al-Qaïda. C'est le tout bas avec des touches placées par Ben Laden, il y a un carnet, il y a une feuille de route, c'est
l'islamisation de l'Afrique. Alors ce qui fait peur, pour terminer, aux nations occidentales, ce ne sont pas d'avoir des intérêts, mais lorsqu'il y a l'islamisation, mais c'est la démocratie qui meurt. Il y a jamais de démocratie, là où il y a l'islamisme. Voilà, il y a un téléspectateur qui vous rejoint, il dit que la France peut agir à cette situation à titre humanitaire, ou soit-il ont un intérêt à suivre dans cette situation, alors pas d'intérêt, pas d'action. Oui, parce que il s'agit de Christ Zobo. Nous allons terminer cette question et nous allons poser une seule question à un seul intervenant, en l'occurrence Guy Patrick Tiba. Alors, un plan de guerre qui sera élaboré pour combattre le Boko Haram au lieu de la négociation. C'est autant dire qu'il n'y a plus d'espoir pour libérer ces otages qui sont les jeunes filles 276 lycéennes enlevées par Boko Haram. Plus d'espoir pour les libérer? Oh, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus d'espoir pour les libérer, d'autant plus que devant... Ce n'est que normal, parce qu'en face, vous savez que les militaires ont un principe. Devant le feu, il faut utiliser le feu. N'est-ce pas? Donc là, il y a la vie des otages, la vie des otages qui est mise en jeu. Et moi, je pense que le plus important dans pareille circonstance est de négocier. Mais comment négocier avec les terroristes? Et dans quelle mesure négocier avec eux? Qu'est-ce qu'il faudra céder vis-à-vis de... Est-ce qu'il faut accéder à toutes leurs demandes? Là demeure la grande question. Mais moi j'allais revenir sur un fait, c'est une parenthèse, je vais être très, très bref. Je pense que Elie a dit une chose aussi importante, nos responsables ne sont pas sérieux. Parce qu'on ne doit pas attendre que la France vienne toujours agir à leur place. Tenez-vous bien, en relation internationale, quand vous ne faites pas, les autres viennent vous faire. Surtout lorsque leurs intérêts sont menacés. Vous savez bien que lorsque l'Algérie était bouleversée par le grand terrorisme à l'époque, mais les intérêts de la France étaient sérieusement menacés en Algérie. Il va de soi que l'Algérie, que le Nigeria, qui est un pays extrêmement pétrolier, permettez-moi de le dire, c'est vrai qu'il y a d'autres richesses, mais le Nigeria est un pays pétrolier et nous savons qu'est-ce que le pétrole compte pour la France. Il va de soi que la France s'immisce dans cette affaire. D'autant plus que nous l'avons dit ici, autour du Nigeria, il y a les pays francophones où la France a extrêmement beaucoup d'intérêt. Il va de soi. Si vous ne le faites pas, les autres viennent faire à votre place. Merci. Elie Smith, pourquoi devrait-on privilégier la force, la guerre et non la négociation? On ne peut pas négocier avec un terroriste parce qu'aujourd'hui ils ont pris 275 enfants. Je sais que c'est difficile en tant que père d'enfants et les parents aussi ils vont voir. Demain, ils vont peut-être prendre 1000 et demander quoi. Moi, je pense que le problème est que le gouvernement nigérian est en train de former une nouvelle armée pour lutter contre une guerre asymétrique. Même les États-Unis. Aujourd'hui, s'il y a une guerre entre les États-Unis et l'Iran a plus un mois au plus pour que le gouvernement de Téhéran tombe, mais le danger, c'est la guerre asymétrique que les Iraniens peuvent déclencher dans le monde. La deuxième chose, c'est que les Africains n'ont pas vu le danger vient du Soudan. Depuis 1989, que Béchir et son idéologue Hassan al-Tourabi ont pris le pouvoir, le défi était l'expansion de l'islam dans le monde. Et financé par qui? Financé par l'Arabie Saoudite et puis après un autre pays très dangereux qu'on appelle le Qatar. Si vous voyez aujourd'hui, les alliances que Boko Haram a signées, c'est avec Moudjao et ils ont prêté allégeance à Al-Qaïda. Moi je pense qu'il faut mener une guerre sans merci. Il faudra aussi que nos armées puissent s'adapter à la nouvelle donne de la montée islamique, de la montée de musulman, l'islamisme politique. Et autre chose, avec mon confrère Romy Kéami, ce n'est pas que tous les pays où là où il y a l'islam, il n'y a pas la démocratie. La Turquie, c'est un exemple. AKP, c'est un parti islamiste aujourd'hui proche des frères musulmans, mais vous avez vu que M. Gaulle vient de gagner les élections. Je pense que c'est la volonté politique des élites d'un pays. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est ça le problème. L'islam n'est pas contre la démocratie. L'islam peut vivre avec la démocratie. Merci, Elie Smith. Alors, peut-on assimiler ce qui se passe au Nigeria? Peut-on dire que
peut-on parler ici de la faiblesse de l'Union africaine, comme pense A.G. Johnson, qui est étudiant? Parce qu'il ne comprend pas la position de l'Union africaine face à cette situation. Et que direz-vous? Je vais dire aujourd'hui que c'est pas un problème forcément. Vous avez votre micro? C'est pas un problème forcément de. Il ne s'agit pas forcément de la faiblesse de l'Union africaine, mais il faut relever un fait aujourd'hui qu'il s'agit d'un problème d'influence de certains États, il s'agit d'un problème d'audience, il s'agit d'un problème de capacité managériale. C'est ça le vrai problème. Et surtout que nous, au niveau de l'Afrique, nous ne construisons pas nos questions d'intégration au niveau des sous-régions, ne mettent pas un accent sur la question sécuritaire au niveau des frontières. Si vous vous rendez compte des conflits que la Cour internationale de justice, des résolutions que la Cour internationale de justice a rendues en ce qui concerne les questions d'intangibilité des frontières. Mais au niveau de l'Afrique, on n'a jamais créé une structure pour régler les conflits en ce qui concerne les pays. Vous voyez ce qui s'est passé à Kimongo récemment. J'ai même eu à discuter avec un collaborateur du ministre Madiala, lui faisant une suggestion. Il est souhaitable qu'un document soit élaboré qui sera transmis au ministre de la Justice, qui pourra être débattu au niveau de la Commission de l'Union africaine, pour qu'on crée au niveau de la Commission de l'Union africaine un tribunal africain chargé du règlement des conflits en ce qui concerne l'intangibilité des frontières. Parce que ces questions de Boko Haram ou de terrorisme, mais c'est des gens qui profitent du fait qu'il y a la fragilité des frontières. Moi je pense que le nœud du problème commencera à partir de là. Et nous s'en suivrons d'autres aspects. Je crois que j'en ai perdu. Moi, je pense que depuis 1964, quand on a créé l'Union africaine, 63-64, on a dit les frontières héritées de colonisation. Donc je pense que vous êtes un peu arrêté à mon collègue, l'Union africaine, parce qu'on accuse l'Union africaine de tous les péchés d'Israël. Mais sur le conseil, ce qui concerne au Nigeria. Mais quelle est la position réelle de l'Union africaine? Non, l'Union africaine. Non, pas l'Union africaine. L'Union africaine n'a jamais réagi pour prendre position officiellement sur la crise au Nigeria, même pour l'enlèvement des Est-ce que cela n'est pas une faiblesse? Non, c'est une faiblesse, mais il faudrait aussi savoir que quand on veut accuser l'Union africaine, on doit savoir que l'Union africaine vit pourquoi. L'Union africaine vit précisément de peut-être 5 pays. Et les 5 pays-là ont tous des difficultés aujourd'hui. L'Égypte, la Libye, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Ce sont les grands financiers de l'Union africaine. Quand ces grands financiers ont des problèmes, toutes les structures commencent à avoir des difficultés. Je ne suis pas des mais j'ai compris. Cette question de l'inertie de l'Union africaine ou encore le musulmanisme de l'Union africaine, nous allons y revenir. Oui, attendez, au bout d'une émission. Oui, on a critiqué Justement. Mais un problème. Si l'Union africaine veut agir, c'est comme au cas de la Centrafrique, le Fiu Mukoko travaille là-bas comme représentant de l'Union africaine. Ce n'est pas que l'Union africaine n'agit pas. Pour le problème qui concerne Boko Haram, d'abord, il faut savoir que les Nigériens ont d'abord refusé pendant longtemps l'intervention extérieure. S'il n'y avait pas eu ce RAC, et il n'y avait pas eu que quelqu'un avait téléphoné, et puis ça a devenu un problème international, ils n'auront jamais voulu que quelqu'un vienne s'immiscer parce qu'ils ont considéré que c'est un problème intra-nigérien. Moi, je pense que ce qui doit se passer, que pour que l'Union africaine puisse agir, il faut que les pays concernés le saisissent d'abord et puis vont agir. On a fait comme nous venons de dire, la démarche n'est pas claire. Lorsqu'on lève plus de 200 on n'a pas besoin d'une non-loi humanitaire. Vous n'allez pas parler tout ce même moment, personne ne pourra vous suivre. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette question sur ce plateau. La preuve en est que ces 276 lycéennes sont encore otages aux mains des rebelles islamistes de Boko Haram. Donc nous aurons toujours l'occasion d'y revenir tant que ces enfants ne seront pas libérés. Nous aussi, à notre niveau, nous faisons la pression pour que solution soit trouvée. Merci. Alors, nous allons passer